Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de parler en fait de l'état de la santé visuelle aujourd'hui et demain, mais comme l'a dit l'intervenant précédent, en fait, il faut comprendre un petit peu les besoins visuels pour savoir ce qu'est la santé visuelle, quelles sont les attentes. Et le gros problème, c'est que ces besoins visuels sont en fait extrêmement variables en fonction de l'âge. On n'a pas du tout les mêmes besoins suivant qu'on est un enfant, suivant qu'on est une personne âgée. Chez l'enfant, la lumière et l'utilisation de la vision va favoriser le développement d'une bonne vision. Jusqu'à 5-6 ans, c'est l'expérience visuelle qui va permettre d'acquérir une bonne vision. Et si on ne fait pas travailler un œil, pour différentes raisons, il restera profondément malvoyant. C'est ce qu'on appelle l'amblyopie, où on peut se retrouver avec 10 dixièmes à un œil, 1 dixième à l'autre, voire moins, alors que l'œil est en bon état. Chez l'adulte, à nos âges, c'est principalement des problèmes d'ergonomie qui vont être des besoins principaux. La vision est stable, mais il faut optimiser les conditions dans lesquelles on va l'utiliser. Et puis, chez la personne âgée, eh bien, il y a une dépendance, un besoin de lumière qui est plus important pour notamment souligner les obstacles. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu. Mais des personnes âgées qui voient mal vont tomber, vont se casser le col du fémur, vont rester alitées et puis vont entrer dans un cycle de ce qu'on appelle un syndrome de glissement et finir par se retrouver dément ou décédés. Donc en fonction de l'âge, en fonction des activités également, puisque le travail scolaire ou le travail de bureau va nécessiter un éclairage uniforme, va nécessiter d'éviter les problèmes d'éblouissement, d'ombre portée. Et puis il y a le problème de la lumière bleue sur laquelle on reviendra à la fin, qui doit être pris en compte. Et chez les jeunes, vous le verrez avec le baromètre, c'est quelque chose de très important. Ils ont des attitudes, des façons de se comporter qui sont très mauvaises. Au domicile, le problème est beaucoup plus complexe parce que vous n'avez pas du tout les mêmes besoins à la cuisine, où vous devez bien voir ce que vous êtes en train de faire. Il faut savoir où vous découpez quelque chose. Si vous le faites un petit peu dans l'ombre, vous risquez de vous couper le doigt. Vous n'avez pas du tout les mêmes besoins quand vous êtes en train de regarder la télévision ou dans la chambre à coucher. Donc les problèmes sont extrêmement variés parce qu'il faut adapter l'éclairage aux besoins, à la fonction de la pièce. Et un salon, quand on reçoit des gens, il faut de la lumière. Quand on lit, il faut peut-être éclairer simplement fortement la zone où on est. Donc c'est assez complexe. Et puis il y a le problème, par exemple, des salles de sport, les piscines. Il faut que ça soit éclairé, mais il faut que la lumière ne se révère pas sur l'eau. Sinon, vous allez gêner les gens qui sont dans l'eau. Les bâtiments publics, les crèches, les EHPAD doivent avoir des éclairages qui vont être adaptés pour une bonne fonction visuelle. Les EHPAD, c'est des personnes âgées. Il faut éviter qu'il y ait des obstacles qui ne soient pas marqués. Sinon, ils ne les voient pas. Les problèmes dans la rue, éviter des passages trop marqués d'une zone d'ombre à la lumière. Vous conduisez, je pense tous, quand vous rentrez dans un tunnel alors que vous êtes en plein soleil, pendant quelques secondes, vous ne voyez plus ce qui se passe. À 70 ans, avec une cataracte, ça peut prendre 20 secondes pour revoir quelque chose. Vous imaginez ce qui se passe à 120 à l'heure. Donc, problème des zones sombres et zones lumineuses, l'éclairage nocturne. Il y a une étude qui a été faite pour voir comment les gens handicapés arrivaient à se déplacer dans Paris. Est-ce que l'éclairage est bon ? Eh bien, on peut croire que oui, bien finalement non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup trop de points de lumière et de points d'ombre. Et pour quelqu'un d'handicapé, c'est extrêmement difficile de passer d'une zone bien éclairée à une zone sombre. Donc, c'est des choses sur lesquelles dont il faut tenir compte.
et des éclairages d'indicateurs trop éblouissants vont être aussi gênants passé un certain âge quand vous avez une cataracte. Donc il faut considérer ce problème, là encore en fonction de l'âge, en fonction de la santé visuelle. Et puis il y a le problème des pathologies. Quand vous avez une dégénérescence maculaire liée à l'âge, vous avez besoin de beaucoup d'éclairage pour voir quelque chose. Quand vous avez une cataracte, si on éclaire trop, vous êtes ébloui, vous voyez moins bien. Quand il y a une dégénérescence rétinienne, il faut beaucoup de lumière, il n'y a plus les cellules qui voient la nuit, donc on ne voit que dans la journée, on ne voit que en lumière normale, et la nuit on est complètement aveugle. Par contre, quand vous avez une atteinte du nerf optique, un glaucome, il faut des forts contrastes, parce que vous avez un œil qui ne fonctionne plus de la même manière, et vous ne voyez pas les faibles contrastes. Un cycliste mal éclairé dans le brouillard, vous ne le verrez pas. Et puis donc il y a d'autres problèmes liés à ce que va être la cécité ou la malvoyance. On parle toujours de cécité, de malvoyance. Vous avez des gens qui ont une baisse d'acuité visuelle en vision de près ou qui ont un scotome central, qui ont une atteinte dans le centre du champ visuel. J'ai toute une série de patients qui ont un 80e qui se déplacent sans canne. Parce qu'ils voient en périphérie, ils voient les obstacles, donc ils peuvent marcher sans aucun problème. Mais ils seront incapables de lire l'écran. Ils sont obligés d'agrandir pour voir quelque chose. Vous en avez, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, une grande tache au centre. Vous en avez d'autres qui ont au contraire une atteinte périphérique. Ils ont 10 dixièmes, mais dans un canon de fusil. Ils ont 10 dixièmes, donc ils peuvent conduire. Voilà. Mais avec la législation actuelle, j'exagère un petit peu, mais un tout petit peu plus large, ils peuvent conduire. Et un jour, j'allais en congrès dans une association qui s'occupe de pathologies comme ça. La personne qui est venue nous chercher nous disait « J'aime bien conduire la nuit, je me cale sur les feux de la voiture qu'il y a devant et je le suis. » On a survécu. Les besoins visuels peuvent se comprendre un peu en fonction des données physiopathogéniques. Et il faut ne pas oublier que la vision règle aussi autre chose, c'est les rythmes circadiens. Et la lumière bleue, en particulier la gamme d'ondes aux alentours de 450-480 nanomètres, active des cellules dans l'œil qu'on appelle les cellules à mélanopsine, qui permettent de caler l'horloge interne. Et on a une horloge interne qui est réglée un petit peu sur 25 heures, et qui permet de régler les sécrétions des différentes hormones de l'organisme, qui permettent de régler globalement l'ensemble de la santé. Et on a montré que chez des gens qui ont un dérèglement de l'horloge interne, il y aura plus de cancers. Ça a été montré chez des infirmières qui travaillent de nuit. Il y a 25 à 30% de cancers en plus liés simplement à ce travail posté. Ça va donner plus de diabète, plus de troubles cardiovasculaires. Or, la lumière est un grand synchronisateur, mais aussi un grand désynchronisateur. Une veilleuse dans votre chambre, le téléphone portable qui s'allume pendant 3 minutes, va suffire à décaler votre horloge interne et à faire en sorte que vous allez dormir moins bien, que vous allez être moins actif dans la journée, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais un peu plus fatigable ensuite. Mais si vous le faites en permanence, eh bien, vous risquez d'avoir plus de troubles de sommeil, plus de dépression et, au bout de quelques années, plus de cancer. Les enfants, eh bien, depuis 1999, on sait que la lumière va jouer sur la réfraction. Et dans certains pays, en particulier dans les pays de l'Asie du Sud-Est, on a montré que la myopie était en train de devenir quelque chose d'un petit peu dramatique, tout simplement parce que les enfants passent beaucoup trop de temps en la lumière artificielle et ne passent pas assez de temps à l'extérieur. Une veilleuse de la nuit dans une chambre d'enfant augmente le risque de myopie.
Alors tous, on a mis des veilleuses dans la chambre des enfants pour avoir la paix. Il faut la mettre et puis il faut la retirer rapidement dès qu'ils commencent à dormir parce que sinon on va avoir des problèmes. Et ce qui compte pour la myopisation, c'est le temps passé à l'extérieur chez l'enfant. 2 heures passées à l'extérieur, quelle que soit l'activité, va permettre de réduire les risques de myopie. Il y a des études qui ont été faites. Plus le temps passé à l'intérieur est important, eh bien plus on a de myopie. Et plus on passe de temps à l'extérieur, moins on a de risque de myopie. Donc, dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est un problème majeur et la myopie est un problème de santé publique véritablement parce que, outre les problèmes liés aux besoins de la correction optique, eh bien, vous avez un risque de décollement de rétine, un risque de pathologie maculaire, et donc vous avez plus de soucis qui peuvent apparaître avec la myopie. Vous voyez, en Asie du Sud-Est, vous avez une augmentation majeure ces dernières années, et depuis qu'ils ont pris conscience du fait qu'il fallait que les enfants passent du temps à l'extérieur, eh bien depuis qu'on les oblige à sortir, on voit un infléchissement de la courbe, il y a de moins en moins de myopes. Et puis on en reviendra, la lumière bleue est toxique et d'autant plus toxique chez l'enfant que le cristallin qui arrête normalement une partie du rayonnement, ce cristallin chez l'enfant est très clair, c'est un cristallin jeune qui laisse passer entièrement la lumière bleue sur la rétine et la lumière bleue est toxique pour la rétine, elle crée des lésions au niveau de la rétine qui sont encore pas très bien connues, on ne connaît pas leur danger mais on y reviendra. Bon, chez l'adulte, il y a moins de problèmes, c'est plus vraiment des problèmes liés à l'ergonomie, je passe vite. La personne âgée, j'en ai déjà parlé, l'effet bénéfique de la lumière bleue sur le moral, mais également le fait que le cristallin va filtrer cette lumière bleue. On peut se demander s'il n'y a pas des risques qui vont être liés à des opérations trop précoces de la cataracte. On retire un filtre naturel qui protégeait de la lumière bleue et on aggrave le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, voilà ce que va voir une personne qui ne peut plus vivre seule, qui ne peut plus conduire et donc qui va devenir dépendant avec tous les problèmes de la dépendance du troisième âge que l'on a dans notre pays qui sont liés à des problèmes de vue. Et puis besoin de la lumière pour éviter les chutes, pour caler l'horloge interne sur les jours calendaires. Quelqu'un qui ne voit pas, qui est dans un brouillard total, eh bien, essayez de lui faire comprendre qu'on est le 20 juin. Pour elle, c'est exactement la même luminance que le 25 décembre ou qu'au janvier. Bon, elle perd complètement ses repères, elle devient démente. Donc, en fonction des pathologies, je l'ai déjà un petit peu évoqué, et voilà un déficit lié à un glaucome. Vous avez un déficit qui apparaît petit à petit, dont la personne n'a pas conscience parce qu'elle apparaît extrêmement lentement et qu'on s'y fait très bien. Et on va compenser avec l'autre œil. Je voudrais passer, pour finir, à la lumière bleue, parce que cette lumière bleue est toxique par des mécanismes photochimiques. Et la lumière bleue, vous avez ici le spectre de la lumière naturelle. On a un tout petit peu de lumière bleue. Les ampoules à incandescence avaient surtout du rouge. Elles chauffaient. Le rouge, c'est des grandes longueurs d'onde, c'est de la chaleur. Les LED, ça ne chauffe pas, ça ne consomme pas beaucoup, mais vous avez un grand pic de lumière bleue qui est toxique. Et vous avez des lésions de la rétine, de ce qu'on appelle l'épithélium pigmenté, et puis des cellules photoréceptrices après un certain temps. Et l'ANSES a conclu en mai 2019 qu'il y avait un mécanisme de phototoxicité et qu'il y avait un risque lié à l'exposition chronique à des sources riches en longueur d'onde, enfin en lumière bleue, pendant des durées longues, et qu'il y avait un risque de vieillissement de la rétine, et peut-être dans des années, mais on le saura dans 20 ans, dans 30 ans, plus de dégénérescence liée à l'âge. Et les LED, vous en avez un peu partout, vous en avez dans les phares de voiture, vous en avez dans les écrans, et je vous rappelle que le phare de voiture, vous allez me dire, c'est pas bien gênant, mais les enfants qui sont plus petits, quand ils marchent au bord de la route, ils se prennent les phares directement dans l'œil.
Les sources sont classées en fonction des risques. Alors, il ne faut pas non plus être parano. La lumière bleue, on en a beaucoup dans la lumière du jour, dans la lumière naturelle. Le soleil, à midi cet été, si vous allez sur la Côte d'Azur, vous aurez beaucoup plus de lumière bleue qu'avec votre ordinateur. Mais ce qui compte, c'est le rythme à laquelle vous le prenez et probablement également l'heure auquel on est soumis à la lumière bleue. Alors vous avez trois risques, trois groupes de risques, enfin 4, le groupe 0 sans risque, et puis le groupe 3 à fort risque. Les ampoules grand public, c'est 0 ou 1, vous avez peu de risques, et les ordinateurs, c'est groupe 0 aussi. Mais il y a un problème lié à la chronobiologie, et on a une rétine qui est beaucoup plus sensible à la lumière bleue le soir, la nuit, qu'en plein jour. Donc, travailler sur ces écrans le soir, travailler sur ces écrans au moment de se coucher est certainement beaucoup plus délétère pour l'œil que de le faire le matin ou que de le faire dans l'après-midi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'on est dans une phase d'épidémie, de pandémie, de myopie, par exemple, ou non? En France, non. En France, probablement pas autant qu'on le voit dans les pays asiatiques. On a un mode de vie qui est totalement différent. Et, oui, mais il nous précède à certains égards dans le comportement. Donc on est dans une situation où on a un peu de retard comme on l'avait sur les États-Unis autrefois? Non, parce que les États-Unis non plus n'ont pas le même comportement. Ils avaient vraiment un problème scolaire, c'est-à-dire que les enfants étaient en classe quasiment de 8h du matin à 20h, qu'il fallait travailler, des cours en plus. Enfin, c'était quelque chose de véritablement dramatique. Et on se demande même si c'était bon pour l'enfant, pour son développement. Donc on sait qu'il ne faut pas aller vers ça, vers cette attitude. Il faut revenir sur ce vers quoi. On en est vraiment loin. Qu'est-ce qui aujourd'hui, finalement, si vous deviez résumer en 3 points les menaces en quelque sorte, pardon, le terme est anxiogène, mais sur la santé visuelle, vous diriez quoi? Ce qu'on doit retenir de l'ensemble de ce que vous venez de nous décrire, qui est une évolution dont vous voyez bien les facteurs. Alors, peut-être une mauvaise utilisation des écrans. Et ça, c'est quelque chose qui est important, une mauvaise utilisation dans la durée. On voit beaucoup de problèmes qui sont liés aux écrans. Les gens travaillent trop longtemps sur de longues durées, ce qui finit par donner des troubles de la motricité oculaire, et puis qui peut-être va donner des problèmes rétiniens. Et puis surtout, ils travaillent trop tard le soir. Je crois qu'il faut vraiment mettre une limite. On dit toujours 2 heures avant l'heure du coucher, c'est important. Et il faut essayer de s'y astreindre. En termes de prévention, de dépistage, qu'est-ce que vous dites, vous? Alors, le dépistage est important. C'est quelque chose qui est majeur. Mais le gros souci, c'est que le dépistage, il faut qu'il y ait des ophtalmologistes derrière pour être capable de prendre en charge. Et c'est un petit peu le problème qu'on a avec certains dépistages actuellement. C'est qu'on arrive à dépister, et puis les gens disent « on m'a dépisté, on m'a dit d'aller voir un ophtalmo, mais j'en ai pas sur place ». Monsieur, je vous en prie, présentez-vous. Oui, bonjour, Laurent Milsten, président du syndicat des orthoptistes. Une chose qu'il faudrait évoquer, mais je sais que M. Orso en parle régulièrement, mais c'est le temps de fixation, et le temps de fixation, non pas seulement pathologique au niveau organique, c'est le temps de fixation oculomoteur, et qui nécessite au bout d'un moment une remise à plat et une remise rééducative de ce système oculomoteur sensorimoteur, en fait. Oui. C'est ce que je disais, le travail trop long sur écran finit par donner ces troubles. Et il y a beaucoup de gens qu'on voit du côté de la défense qui ont des douleurs, qui ont mal à la tête le soir ici. C'est simplement un travail trop long sur écran. Normalement, il faut faire des pauses toutes les 2 heures, mais il faut aussi se dépister de ce côté-là, enfin vérifier que l'oculomotricité est bonne. Florence Beaucher, Les Échos Week-end. Est-ce qu'il faudrait systématiser du coup une protection ou un traitement des lunettes contre les lumières bleues, comme on a anti-reflet, etc. Alors, c'est un débat qu'on a avec les opticiens. Il y a sur tous les appareils informatiques, enfin, la plupart où vous pouvez mettre des filtres qui vont permettre de diminuer la lumière bleue. Les iPhones ont un système que vous pouvez programmer et le soir, l'écran devient un peu plus jaune. Tous les appareils Apple ont ça et vous pouvez mettre sur les autres des systèmes de filtres comme ça.
Il faut faire attention parce que c'est des fois un peu plus fatigant, ça diminue les contrastes et ça peut être gênant. Les lunettes, c'est un grand débat parce que la quantité de lumière bleue filtrée n'est pas majeure et finalement on peut se demander dans quelle mesure c'est véritablement utile. Par contre, les lunettes solaires, il ne faut pas oublier qu'il y a de la lumière bleue dans la lumière naturelle, et les lunettes solaires, quand ils commencent à avoir un temps un petit peu favorable, ça c'est indispensable. Et on voit encore trop de gens qui n'en portent pas. Monsieur Mermet. C'est une question très simple. Est-ce que ces phénomènes, ces conséquences sont réversibles ? Celle sur la rétine, pour l'instant, on ne sait pas véritablement. Il y a beaucoup de discussions. Les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Les modèles qui ont été utilisés sont des modèles animaux avec des éclairements qui ont été faits qui sont de 24 heures, qui ne sont pas du tout physiologiques. Et pour l'instant, il y a des gens qui disent que peut-être on a des capacités de récupération, de réparation, mais comme toujours, probablement on va réparer très bien pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis au bout d'un certain temps, cette réparation devient de plus en plus mauvaise et on finit par avoir des soucis. Vous prenez des coups de soleil, quand vous êtes jeune, ça passe très bien et la peau redevient tout à fait normale. Et puis, vers 45 ans, vers 50 ans, la zone où vous avez pris des coups de soleil, vous faites un mélanome. Tout simplement parce qu'au début, on a des capacités de réparation de l'ADN qui font que ça se passe bien, et puis au bout d'un certain temps, c'est totalement dépassé, et vous faites le cancer. Voilà. Donc probablement, on a exactement la même chose.